Bonsoir, messieurs, dames. J'avais prévu de faire assez long, puisque, comme vous le savez, un des sports nationaux en France, quand on parle de l'islam, c'est de parler longtemps quand on n'y connaît rien. Il y a beaucoup d'intellectuels qui vendent beaucoup quand ils n'y connaissent rien. Et ça aurait pu être pour moi une forme de légitimité à m'accorder beaucoup de temps à parler. Je vais, bien sûr, Dieu m'en garde, si je puis dire, faire très très court. Je vous remercie. Je fais au moins gagner le premier prix de l'humour. Donc on est absolument ravis d'accueillir Laurence Louer comme spécialiste d'islam, évidemment. On est ravis en particulier parce que ça renvoie à des enjeux géopolitiques qui nous apparaissent comme étant extrêmement importants. Et ils nous apparaissent d'autant plus importants que le discours de la géopolitique, et je parle de la géopolitique en tant que science sociale, si je puis dire, a beaucoup changé depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. La géopolitique des années 70, elle se construisait essentiellement sur des analyses fondées sur des connaissances un peu matérielles des sociétés. C'est-à-dire parler du Moyen-Orient, c'était souvent parler du pétrole, c'était parler de l'accès à l'eau, c'était parler de l'accès aux fonciers, sans doute beaucoup moins parler de la religion. Et il y a, de ce point de vue-là, une sorte de retour de bâton, si je puis dire. C'est-à-dire que, à propos de l'Afrique, les catégories ethniques aujourd'hui l'emportent largement dans les propositions qui peuvent être faites par un certain nombre de géopoliticiens. Et évidemment, quand on parle du Moyen-Orient, on a le sentiment que les grandes catégories religieuses, musulmans, sunnites, chiites, etc., sont devenues non pas des groupes sociaux hétérogènes, etc., mais de véritables catégories explicatives. Et c'est aussi pour cette raison qu'on avait envie, pour le coup, d'inviter Laurence Louer, parce que ça nous paraissait être un moyen d'y voir plus clair de ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'on a à gagner à analyser la géopolitique au travers de catégories aussi générales? Voilà. Qu'est-ce qu'on a à y gagner? On a probablement beaucoup de choses à y gagner du point de vue de la simplicité que ça nous apporte, sans doute d'un point de vue pédagogique, mais qu'est-ce qu'on a à y gagner en termes de vérité? Et c'est une question, évidemment, qui est importante au Moyen-Orient, où cette opposition chiite-sunnite est très régulièrement convoquée lorsqu'il s'agit de comprendre la situation du Liban, la situation au Yémen aujourd'hui, évidemment celle de l'Irak, de l'Iran, etc., etc. Laurence Louer est professeure associée de sciences politiques à l'IEP de Paris. Elle a dirigé pendant une dizaine d'années une remarquable revue de sciences politiques ou de sociologie politique de l'international, pourrait-on dire, qui s'appelle Critique internationale. Elle est une spécialiste de politique de l'identité. Cette seule expression dit un certain nombre de choses sur la conception qu'elle peut se faire de ce que c'est que l'identité, évidemment. Et elle a beaucoup publié en français et en anglais, en particulier sur le chiisme, a fait des terrains longs en Arabie Saoudite. Donc on a affaire, évidemment, à quelqu'un qui a l'avantage d'avoir fait du terrain, c'est-à-dire de ne pas parler de l'islam seulement au travers de la lecture de textes religieux, mais aussi au travers des usages qui peuvent en être faits. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, sur cette question de chiisme-sunnisme, c'est, évidemment, de savoir quelle est la genèse historique de cette discorde ou de cette opposition. Querelle de succession, évidemment, querelle doctrinale. Ça, c'est une première question qui me paraît être fondamentale. Est-elle aussi fondamentale que nous pourrions le croire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il apparaît évident qu'en savoir un petit peu plus sur cette genèse historique est essentiel pour nous. La deuxième question que nous nous posons, évidemment, elle est de savoir dans quelle mesure elle va avoir des effets sur le contemporain. Et pourquoi, dans certaines situations, cette ligne de partage sera convoquée, sera mobilisée, et dans d'autres situations historiques, elle ne sera pas mobilisée. C'est-à-dire qu'elle apparaîtra comme étant, non pas comme une ligne de clivage, mais comme rien du tout. Quelque chose qui n'est pas interrogé, pas interrogeable, évidemment. Donc, question de conclusion, évidemment. Ce qui nous intéresse beaucoup dans cette affaire-là, c'est de comprendre quels sont les rapports dans l'islam entre le religieux et le politique. Voilà une manière bien trop générale de poser cette question. Je la crois à la limite du stupide, tant nombre de commentateurs ont quelquefois ce sentiment de penser l'islam comme étant très très particulière de ce point de vue-là. Donc évidemment, avec Laurence Louer, j'espère que nous aurons quelques réponses à des questions aussi générales que celles que je viens de poser. Merci beaucoup en tout cas de la part du Conseil scientifique de l'Agora des Savoirs de ta présence ici. Je te laisse la parole. Merci. Donc, bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux pour cette conférence. Donc, au départ, je vous propose quelques petits cadrages, on va dire, démographiques et historiques, en commençant par vous parler chiffres.
Les chiffres qui sont là, ce sont des évaluations parce qu'il n'y a aucun État aujourd'hui dans lequel il y a des chiites et des sunnites qui fait des statistiques sur les différents courants de l'islam dans ces recensements. D'accord ? Donc, dans les recensements que font les États, c'est un clivage qui est largement tu, voire caché. Donc, c'est une évaluation quand on dit que environ 90% des musulmans aujourd'hui dans le monde sont sunnites et les 10% restants sont chiites. Et on va voir que derrière ce terme chiite, on peut mettre aussi différentes réalités. Donc, quand on dit 10% de chiites, on inclut les chiites duodécimains, je vous expliquerai qui ils sont, et puis différents courants minoritaires du chiisme, comme les zaïdismes, comme les zaïdites, les ismaéliens, etc. Une autre précision géographique, c'est que ce clivage entre les sunnites et les chiites, il concerne uniquement la région du Moyen-Orient, donc c'est-à-dire le Liban, la Syrie, l'Irak, différentes monarchies du Golfe, dont l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et le Koweït, le Yémen, le Pakistan, l'Afghanistan. Donc il y a des chiites très très minoritaires au Maroc, par exemple, mais on va dire que ce n'est pas un clivage qui structure la vie sociale et la vie politique, surtout comme il peut le faire dans un pays comme le Liban, comme l'Irak ou comme l'Iran. Donc vous avez là une carte. Vous n'allez pas tout comprendre tout de suite, mais au fur et à mesure vous allez comprendre. C'est une carte qui est dans le livre et qui est assez détaillée et qui, alors donc en vert vous avez les sunnites, en rose pâle vous avez les chiites duodécimains, donc qui sont le courant très très majoritaire du chiisme. Donc vous les voyez bien sûr répartis en Iran, qui est j'y reviendrai, le seul État jusqu'à aujourd'hui où le chiisme est la religion d'État. C'est comme ça depuis le début du XVIe siècle. Et puis, voilà, donc vous avez d'autres zones chiites importantes, le sud de l'Irak, qui fait beaucoup l'actualité. Et puis donc, en orange, c'est le Yémen, ce sont les zaïdites du Yémen, qui est historiquement un courant du chiisme. Et j'essaierai de vous expliquer pourquoi je considère qu'on a tort de les appeler chiites pour des tas de raisons. Alors, le conflit entre sunnites et chiites a été réactivé, on va dire récemment, et est devenu un clivage politique pertinent dans le monde contemporain depuis la révolution iranienne de 1979. Donc on en parle beaucoup dans l'actualité actuellement, mais ce n'est pas quelque chose de si récent que cela. Et ce que je vais essayer de vous montrer ce soir, c'est que on va dire ce conflit, il implique autant des processus de différenciation, c'est-à-dire des processus par lesquels sunnites et chiites essaient de mettre en avant leurs différences, leurs divergences, mais aussi des processus de convergence qui m'amènent à parler d'une rivalité mimétique entre les sunnites et les chiites, c'est-à-dire qu'au fond, quand on se combat, eh bien, on finit aussi par s'imiter très souvent. Donc, première partie que je vous propose, c'est de faire un retour sur l'histoire de ce clivage, en vous expliquant qu'il s'agit, donc au départ, initialement, d'une querelle de succession, qui oppose, au fond, différentes factions des compagnons de Mahomet. Donc, Mahomet meurt en 632, il n'a pas de descendants mâles. S'il avait eu des enfants mâles vivants, certainement le conflit de succession n'aurait pas eu lieu, ou bien il aurait pris une forme différente, mais il n'avait que des filles. Et d'après ceux qui sont devenus les sunnites, il n'avait pas laissé d'instructions quant à sa succession. Pour ceux qui sont devenus les chiites, au contraire, il avait laissé des instructions qui, d'après les chiites, étaient clairement exprimées dans certains versets du Coran. Il avait dit que son successeur devait être Ali ibn Abi Talib. Donc vous avez là le nom, qui était son cousin, l'un des tout premiers convertis à l'islam. D'après les chiites, c'est le premier homme qui s'est converti à l'islam. Et il était aussi le gendre de Mahomet. Il avait épousé sa fille Fatima. Donc, d'après les chiites, la succession de Mahomet devait donc être
c'est Ali ibn Abi Talib qui devait être le successeur de Mahomet, et après Ali, ses fils, ses petits-fils. Donc, la succession de Mahomet devait s'effectuer dans la lignée issue du mariage entre Ali et Fatima. Donc, Fatima, la fille du prophète. Donc, le mot chiisme, on me pose souvent la question, les gens croient que ça a quelque chose à voir avec le français schisme, pas du tout. C'est un terme francisé qui vient de l'arabe et de l'expression arabe Shi'at Ali, qui veut dire les partisans de Ali. Donc, on voit bien l'essence factionnelle, si vous voulez, de ce clivage qui est devenu un clivage religieux. Donc, Shi'at Ali, ça veut dire les partisans de Ali. D'accord ? Et donc en arabe on dit shira, on dit tashayyur pour dire chiisme. Donc le terme sunnisme vient de l'arabe sunna, qui est un terme polysémique, qui veut dire, on peut traduire ça par la voie droite, parfois certains disent orthodoxie. Les sunnites en général préfèrent s'appeler ahl as-sunna wal jama'a, c'est-à-dire les gens de la tradition du prophète et de la communauté ou de la majorité. On peut traduire jama'a aussi en ce sens. Et donc, dans le contexte de cette querelle de factions, deux conceptions du pouvoir politique légitime en islam vont s'affirmer. Une conception que moi j'appelle une conception oligarchique, qui est la conception sunnite, et puis une conception légitimiste. Pourquoi je parle de conception oligarchique pour la conception sunnite du pouvoir et de la succession? C'est que donc, pour les sunnites qui sont devenus majoritaires, comme Mahomet n'avait pas laissé d'instructions, ça voulait dire que ses proches compagnons devaient décider entre eux lequel était le plus apte à gouverner après lui. Donc, parfois, certains parlent de processus démocratique. Non, il ne s'agit pas d'une démocratie, il s'agit d'une délibération au sein d'une élite. C'était l'élite des compagnons de Mahomet, qui formaient donc, une oligarchie à part entière. Les chiites, au contraire, ont développé une conception légitimiste du pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir doit se transmettre au sein de la famille de Mahomet, et très souvent les chiites se désignent eux-mêmes comme les partisans des Ahl al-Bayt, c'est-à-dire les gens de la maison du prophète Mahomet, c'est-à-dire les gens de la famille du prophète. Donc on peut dire aussi que, en ce sens, le chiisme porte une conception dynastique du pouvoir. C'est quelque chose qu'il refuserait d'admettre, mais dans une perspective de science politique, c'est bien de cela qu'il s'agit. Les chiites affirment le droit à régner de la dynastie issue du mariage de Fatima et de Ali. Alors il y a deux événements au Moyen-Âge qui sont très importants pour structurer ce clivage. Le premier, c'est la bataille de Siffin en 657. La Siffin, c'était près de Raqqa en Syrie, une ville que maintenant beaucoup d'entre vous connaissent, puisque c'était la capitale du califat de Daesh, qui a vu s'opposer les armées de Ali ibn Abi Talib. Alors Ali ibn Talib est devenu calife finalement en 4e position, donc il n'a pas été désigné au départ. Trois autres califes ont régné avant lui, puis finalement en 4e position, il a fini par être désigné comme le calife, mais très tôt, il a dû faire face à des oppositions, et notamment à l'opposition de Muawiyah, qui a fondé la première dynastie de califes, la dynastie des Omeyyades, et une bataille a opposé ces deux prétendants au califat, à Siffin. Cette bataille a été incertaine et n'a pas été gagnée en fait par aucune des deux parties, et a donné lieu à une espèce de double califat, le califat de Muawiyah et le califat de Ali. Et cette bataille de Siffin marque le début de ce que les musulmans appellent la fitna, qu'on traduit très souvent en français par discorde, d'où le sous-titre de mon livre Histoire politique d'une discorde. C'est la manière dont on peut traduire ce terme de fitna. Deuxième grand épisode, c'est aussi une bataille, c'est la bataille de Kerbala en 680. Vous avez là une représentation contemporaine de la bataille de Kerbala, une photo qui a été prise en Syrie. La bataille de Kerbala est au fondement d'un mythe dans le chiisme contemporain. C'est une bataille qui oppose l'un des fils de Ali, le 3e imam Hussein,
aux armées du calife Yazid, donc calife le fils de Muawiyah. Donc on voit les deux fils en fait des protagonistes de la bataille de Siffin s'affronter de nouveau. Et au cours de cette bataille de Karbala, qui s'est déroulée dans le sud de l'Irak actuel, il y a une ville aujourd'hui très importante de pèlerinage qui s'appelle Karbala dans le sud de l'Irak, eh bien le fils de Ali, Hussein, est massacré avec la plupart des membres de sa famille dans des conditions atroces que les chiites commémorent tous les ans lors d'un rituel qu'on appelle Ashura. Et au cours de ce rituel, ils rejouent les différents épisodes de la bataille de Karbala dans des sortes de pièces de théâtre qui peuvent se passer de manière assez simple, comme dans ce cas-là, en plein air, voire se jouer maintenant dans des théâtres avec des réalisateurs, des metteurs en scène chevronnés qui font ces pièces de théâtre. Alors, un rituel qui est très pratiqué aussi durant Ashura, c'est ce qu'on appelle le tadbir ou le haïdar, un rituel au cours duquel les hommes donc chiites incisent leur crâne et ensuite frappent les blessures pour en faire couler le sang. C'est une manière pour les chiites de se punir d'avoir en réalité abandonné Hussein en 680 à Karbala, puisque Hussein a affronté en fait les armées du calife sans que les renforts de ses partisans, qui lui avaient donc promis de venir l'aider, il n'a pas pu compter sur ses partisans qui ont fait défection au dernier moment. Donc ce rituel de Ashura est aussi un rituel de punition, de repentance, si vous voulez. Alors, ces deux conceptions du pouvoir donnent lieu à deux mots, le califat et l'imama. Alors, le califat, c'est une institution sunnite. Le terme calife vient d'un verbe arabe qui veut dire venir après, succéder. Donc, littéralement, le calife est celui qui a succédé à Mahomet. Alors le califat, ce que les historiens appellent souvent le califat primitif, repose sur une conception théocratique du pouvoir, puisque le calife est à la fois chef de l'État, mais il intervient aussi dans la définition du dogme. Les premiers califes, y compris les califes omeyyades, donc de la première dynastie, sont largement intervenus dans la définition du dogme, dans la définition de la loi religieuse. Les califes ont joué un rôle important également dans la fixation du texte coranique, c'est-à-dire Mahomet était analphabète, et donc la révélation était une révélation orale, et ce n'est qu'assez tardivement qu'une version écrite a été composée sous le troisième calife Othman. Donc on voyait des prérogatives des califes assez étendues au départ. Cependant, et ça c'est quelque chose de très important, au cours, on va dire, du 9e siècle, sous la deuxième dynastie de califes qui s'appelait les Abbassides, il y a eu un processus de séparation entre les fonctions politiques et les fonctions religieuses. Et en fait, cette séparation a eu lieu alors que un corps de savants religieux, donc de personnes spécialisées dans l'exégèse, dans l'interprétation des sources religieuses de manière à constituer un corpus de lois, donc ce corps de spécialistes, de savants religieux s'est affirmé au cours du IXe siècle et a, on va dire, contribué à extirper la dimension théocratique du califat et donc à réduire le calife à un dirigeant politique. Donc il y a un très fameux épisode, l'épisode de la Mihna sur le calife Abbasside el-Ma'moun qui symbolise et qui marque la fin, si vous voulez, de ce califat théocratique, puisque le calife el-Ma'moun voulait imposer une doctrine qu'on appelait le mortazilisme, qui était une doctrine rationaliste, comme la doctrine officielle, la doctrine prévalente, si vous voulez, alors qu'il y avait à l'époque évidemment énormément de débats. Et cette tentative... les oulémas, donc les oulémas, ça veut dire les savants religieux, c'est une francisation d'un terme arabe, se sont opposés à cette tentative d'imposer cette doctrine mortazilite comme le dogme officiel de l'État, et ils ont gagné.
Donc le calife El Mamoun n'a pas pu mener son projet jusqu'au bout, et on estime qu'après cet épisode de la Mihna, qu'on traduit parfois par inquisition, parce qu'en effet le pouvoir califal a persécuté un certain nombre de savants religieux qui s'opposaient à sa volonté, mais à la fin, eh bien, la puissance publique n'a pas réussi, si vous voulez, à réduire le pouvoir des oulémas, et finalement ils se sont imposés comme ceux qui détenaient le monopole sur l'élaboration de la loi religieuse, le calife ne faisant plus que appliquer cette loi définie par les oulémas. Donc c'est un petit peu la fin, si vous voulez, du califat comme institution théocratique, donc dès le IXe siècle. Chez les chiites, la conception légitimiste du pouvoir s'incarne dans cette institution qu'est l'imama. Donc le terme imam, c'est un terme que vous connaissez tous, puisqu'on parle des imams de mosquées, qui sont les personnes qui dirigent la prière dans les mosquées. C'est un terme qui vient, encore une fois, de l'arabe, qui est aussi polysémique, qui désigne littéralement les personnes qui se tiennent devant, donc par extension des guides. Mais dans le chiisme, le terme imam a un sens très spécifique qui n'a rien à voir avec la fonction d'imam de mosquée, puisque l'imam est un être littéralement extraordinaire qui a accès à des sens cachés du message divin. Et il est chargé de révéler ces sens cachés à une élite des musulmans. Donc le prophète Mahomet était, d'après les chiites, chargé de révéler le sens exotérique du Coran à la majorité, tandis que les imams ont été chargés par Dieu lui-même de donc révéler ses secrets à une élite. Et dans le chiisme, c'est en vertu de cette qualité extraordinaire, de cette part de divin que recèle l'imam, qu'il est habilité à gouverner l'État. Et cette conception est maintenue, on va dire, jusqu'à aujourd'hui comme un idéal dans le chiisme. Donc il y a un maintien, si vous voulez, de la conception théocratique du pouvoir dans le chiisme, alors que dans le sunnisme, eh bien, au fond, la pratique du pouvoir a mis fin à cette fusion entre politique et religieux qui a caractérisé le califat jusqu'au IXe siècle. Donc le chiisme, c'est au départ une doctrine ésotérique, alors que le sunnisme est plutôt dans le domaine de l'exotérique, même s'il y a dans le sunnisme, on pourra y revenir au cours du débat, des courants mystiques qu'on appelle les courants soufis. Donc je vais vous l'expliquer, les partisans de Ali, que les historiens appellent les alides, parce qu'au fond, on peut parler de chiisme et de sunnisme stricto sensu qu'à partir du Xe siècle. Avant, on est encore dans des réalités qui ne sont pas fixées comme telles. Donc les partisans de Ali, les alides, se sont querellés et se sont scindés en plusieurs factions au cours de l'histoire, qui ont donné lieu à des branches qui sont aujourd'hui minoritaires et qui donc ont suivi leur propre trajectoire. Donc, ce qu'on appelle le chiisme duodécimain, donc qui est le chiisme majoritaire aujourd'hui, qui est la religion d'État en Iran notamment, est appelé duodécimain parce qu'il reconnaît une lignée de 12 imams. Donc, le premier imam, c'est Ali, qui est effectivement devenu calife jusqu'en 661. Il a régné de 656 à 661. D'après les chiites duodécimains, le dernier imam, le 12e, a disparu en 874. Il a disparu, cela veut dire qu'il a été occulté par Dieu à la vue des hommes. Pour le protéger des complots des califes, dit la doctrine, Dieu a fait disparaître l'imam. Donc l'imam est présent dans le monde, mais il est caché et il se révélera de nouveau aux hommes dans un temps eschatologique, si vous voulez, à la fin des temps. Ce qu'on peut dire, c'est que le schisme duodécimain aujourd'hui représente une forme d'orthodoxie par rapport à des courants minoritaires issus des partisans de Ali. J'en mentionne deux. Le courant des zaïdites, donc le zaïdisme, si vous vous souvenez de la carte, aujourd'hui on trouve au Moyen-Orient en tout cas des zaïdites, surtout au Yémen.
au nord du Yémen. Et le conflit yéménite, le conflit civil, met aux prises notamment, il a beaucoup de dimensions, mais une milice qu'on appelle les Houthis, qui sont une milice zaïdite au sens sociologique, c'est-à-dire que les membres de cette milice sont zaïdites, mais c'est également une milice qui a un projet de revaloriser, de faire renaître le zaïdisme, qui, pense-t-il, donc est menacé notamment par les courants salafistes. Donc les zaïdites ne reconnaissent que 5 des imams que reconnaissent les chiites du Haut-Décimain, et à partir du 5e imam, ils ont suivi leur propre trajectoire et ils ont leur propre lignée d'imams. Aucun imam n'a disparu dans le zaïdisme, et les imams ont régné dans un état qui se trouvait au nord Yémen entre le Xe siècle et 1962. Donc un imamat qui a duré extrêmement longtemps dans le nord du Yémen. Un deuxième courant du chiisme, un courant donc minoritaire, est l'ismaélisme, qu'on appelle parfois le chiisme septimain, car ils reconnaissent 7 des imams que reconnaissent les chiites du Haut-Décimain. L'ismaélisme est une réalité qui a une trajectoire particulière. Il a donné lieu à différents courants de l'ismaélisme. Dans la zone qui nous occupe ce soir, le Moyen-Orient, les principaux représentants de l'ismaélisme sont les Druzes, qui sont une communauté qu'on retrouve au Liban, en Israël et en Syrie aujourd'hui. L'ismaélisme est demeuré une doctrine extrêmement ésotérique, donc basée aussi sur l'idée qu'il y a des secrets. Voilà. Alors c'est important, oui, quand je vous dis l'ismaélisme reste une doctrine ésotérique, parce que, en revanche, ce chiisme duodécimain, donc qui est devenu majoritaire et représente une forme d'orthodoxie, au fond, la dimension ésotérique a fortement disparu dans le chiisme duodécimain. L'occultation de l'imam, donc cette occultation de l'imam, c'est-à-dire la disparition du 12e imam, en fait, est l'aboutissement d'une crise de l'imama. Les derniers imams, le 10e, le 11e, étaient en fait des personnages qui avaient un déficit de légitimité, notamment vis-à-vis de la caste des savants religieux. Ce n'étaient pas des savants religieux, donc au fond, ce que nous disent les historiens, c'est que ces derniers imams ne produisaient plus d'écrits, ne faisaient pas leur travail d'interprétation des sources religieuses, et que c'était des oulémas qui étaient leurs collaborateurs qui faisaient ce travail à leur place. Les historiens doutent également du fait que l'imam, le 12e imam, soit jamais né. Il est probable que cette doctrine de l'occultation est venue, au fond, expliquer, si vous voulez, c'est une sorte de tour de passe-passe pour expliquer l'extinction de l'imama, l'extinction, c'est-à-dire de la lignée des imams. Et à partir de cette période de l'occultation, donc qui commence à la fin du Xe siècle, eh bien, on observe un processus de déradicalisation du chiisme du Haut-Décimain, déradicalisation sur le plan des doctrines, mais aussi sur le plan politique. Déradicalisation sur le plan des doctrines, c'est-à-dire que la dimension ésotérique, elle est extirpée au profit d'une doctrine qui est devenue extrêmement rationaliste, et je pense beaucoup plus rationaliste que le chiisme. Le chiisme du Haut-Décimain aujourd'hui a un rapport décomplexé à la raison et postule qu'il y a une correspondance entre la rationalité divine et la rationalité humaine, quelque chose qui est beaucoup plus difficilement accepté dans le sunnisme mainstream, je dirais. Un processus de déradicalisation politique également, car à partir de cette période, on constate aussi que le chiisme cesse d'être essentiellement une doctrine de contestation des pouvoirs établis. Et au contraire, on voit les oulémas chiites du Haut-Décimain, donc les savants religieux, s'accommoder avec toutes sortes de pouvoirs politiques temporels. Donc c'est important parce que
peut-être certains d'entre vous qui s'intéressent à ces questions ont en tête ces images de la révolution iranienne de 1979 qui ont véhiculé quand même l'idée que le chiisme était intrinsèquement radical et révolutionnaire. Or, en fait, j'essaierai de vous montrer que cette révolution iranienne de 1979, elle marque une rupture dans ce processus de déradicalisation. Alors, un premier aspect du clivage sunnite-chiite qui est très important aujourd'hui, c'est que ces deux doctrines, ces deux identités servent dans le cadre des processus de légitimation d'État au Moyen-Orient. Alors, ça a été comme ça au cours de l'histoire, c'est comme ça aujourd'hui. L'exemple le plus important au Moyen-Âge, c'est la rivalité qui s'est nouée entre les Ottomans et les Safavides. Alors, je vous montre tout de suite voilà, la carte de ces deux empires. C'est une carte du XVIIe siècle. Donc vous voyez, donc en vert, l'Empire ottoman, qui comprenait la plupart des régions arabes, à l'exception centrale de ce qui est aujourd'hui l'Arabie saoudite, enfin une partie de l'Arabie saoudite. Et donc vous voyez l'Empire safavide en rouge, oubliez l'Empire moghol, je vais pas vous en parler ce soir, mais donc vous voyez que la ligne de la frontière entre ces deux empires se situe dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, le sud de l'Irak. Et le sud de l'Irak, tout ce qui est au sud de Bagdad, est une région qui a été prise et reprise par les Ottomans puis par les Safavides à plusieurs reprises au cours du XVIe siècle. Et d'une manière générale, c'est vraiment le Golfe Persique qui était cette frontière entre ces deux empires et donc aussi une frontière identitaire entre sunnites et chiites. Donc les Ottomans et les Safavides, c'est au fond l'histoire de deux constructions impériales en miroir. Donc c'est un premier exemple de cette rivalité mimétique. Les Safavides, qui étaient-ils au départ? C'était au fond des rebelles qui vivaient sur le territoire ottoman. Ils appartenaient à une confrérie soufie. Ils étaient sunnites, mais à cette époque, la différence la différence entre sunnisme et chiisme était relativement peu claire. Et dans leur processus de rébellion contre le pouvoir central ottoman, à un moment, ils se convertissent au chiisme, sans doute une forme de chiisme extrêmement frustre et très ésotérique qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce qu'est aujourd'hui le chiisme duodécimain si rationaliste. Ce qu'ont fait les Safavides de très important, c'est d'établir le chiisme comme religion d'État dans leur empire, dans leur État, l'État safavide. Donc en 1501, ils fondent officiellement leur État et affirment que donc, le chiisme est la doctrine officielle, qu'ils sont les défenseurs armés du chiisme. Et en face d'eux, les Ottomans, qui sont déjà engagés dans un processus de construction étatique plus ancien, adoptent le titre de calife et donc se présentent comme les continuateurs du califat et comme les défenseurs du vrai islam, si vous voulez, de l'islam sunnite. Et donc, au fond, c'est cette rivalité entre Ottomans et Safavides, elle contribue à clarifier ce qu'est le chiisme et ce qu'est le sunnisme. En effet, les Safavides sont arrivés dans un territoire donc, qui correspond grosso modo à ce qui est l'Iran aujourd'hui, au sein duquel la majorité des gens professaient le sunnisme, mais encore une fois, une forme de sunnisme qui était très marquée par les courants mystiques de l'islam, qu'on appelle les courants soufis, qui sont des courants qui ont une forte dimension ésotérique et qui sont des courants, surtout à l'époque, chez lesquels la vénération de la famille du prophète était très répandue. Et donc des figures comme l'imam Ali, son fils Hussein, étaient des figures auxquelles on rendait des cultes qui étaient au centre de très nombreux rituels. Donc pour les Safavides, l'enjeu d'affirmer le chiisme comme religion d'État, c'est aussi de dire ce qu'est le chiisme. Et pour dire ce qu'est le chiisme, ils ne le savaient pas très bien eux-mêmes, et donc ils ont fait appel à des savants religieux arabes,
libanais, enfin, le Liban n'existait pas à l'époque, mais des gens qui venaient de ce qui est aujourd'hui le sud du Liban, mais également de ce qui est aujourd'hui la province orientale de l'Arabie Saoudite et le Bahreïn, puis aussi le sud de l'Irak. Ces personnes ont en fait servi d'intellectuels organiques au régime safavide et ont travaillé à clarifier et à fixer ce qu'était au fond le chiisme, c'est-à-dire ce qu'était la bonne manière de pratiquer l'islam. Et c'est à partir des Safavides que la majorité de la population, qui est aujourd'hui la population de l'Iran, est devenue chiite. Donc, comme je vous l'indiquais, et donc vous le revoyez sur la carte, cette rivalité entre les Safavides et les Ottomans a fait du Golfe Persique une ligne de faille majeure, une frontière majeure entre sunnites et chiites. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont cette ligne de faille est toujours aujourd'hui une ligne de faille et elle s'incarne. Enfin, on peut dire que le conflit entre les Ottomans et les Safavides aujourd'hui est réactivé et rejoué dans ce qui a été pendant longtemps, c'est-à-dire en fait jusqu'à 2003, c'est-à-dire jusqu'à la chute du régime de Saddam Hussein, la rivalité entre l'Iran et l'Irak. L'Irak est un État qui a été constitué au lendemain de la chute de l'Empire ottoman en 1918, donc après la Première Guerre mondiale. C'est un État qui a été construit par la puissance coloniale britannique de la réunion de 3 provinces arabes de l'Empire ottoman. Et la majorité des habitants de ce nouvel État, l'Irak, étaient en fait chiites. Il y avait beaucoup d'Iraniens, beaucoup de commerçants et beaucoup de savants religieux, mais aussi beaucoup de membres des tribus arabes, les tribus arabes du sud, de ce qui est aujourd'hui le sud de l'Irak, s'étant convertis massivement au chiisme au cours du XIXe siècle. L'Irak également abrite plusieurs tombeaux d'imams. Donc voilà une photo du tombeau de l'imam Ali à Najaf, qui se trouve au sud de l'Irak, au sud de Bagdad aujourd'hui, qui est un lieu de pèlerinage majeur, mais aussi, pendant très longtemps, grosso modo depuis la seconde moitié du XIXe siècle jusqu'à la révolution de 1979 en Iran, ça a été le principal centre de formation des savants religieux chiites. Et jusqu'à aujourd'hui, cela reste le lieu de résidence des principales autorités religieuses chiites à l'échelle du monde. Vous avez peut-être entendu parler de Ali Sistani, si vous lisez un petit peu la presse, qui est basé à Najaf et qui est le clerc, le savant religieux le plus suivi aujourd'hui dans le monde chiite. Ali Sistani vit en Irak, à Najaf, depuis une 60aine d'années, mais il est iranien. Donc il est citoyen iranien, et donc je pense que cet exemple vous montre à quel point il y avait vraiment, l'Irak a été construit sur cette ligne de faille entre Ottomans et Safavides, et donc c'était vraiment un territoire, surtout le sud de l'Irak, au sein duquel les populations s'interpénétraient, si vous voulez, et où la présence iranienne était très importante et ce qui explique aujourd'hui pourquoi donc Ali Sistani, dont les gens pensent parfois qu'il est irakien, a conservé sa nationalité iranienne. Son prédécesseur, Aboul Qassem el-Khoui, était également un Iranien. Et donc au fond, toute la problématique de l'Irak contemporain est de gérer cette démographie et cette interpénétration des identités et des groupes. L'État irakien est un État qui a été construit autour de la minorité arabe sunnite pour diverses raisons, et notamment parce que les Britanniques se méfiaient énormément des chiites. Pour eux, les chiites étaient tous des Iraniens ou bien des agents à la solde de l'Iran. Ça aussi, c'est un héritage de la rivalité entre les Ottomans et les Safavides, puisque la fixation du chiisme en tant que religion d'État en Iran a étroitement associé le chiisme à l'État iranien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir de ce moment, et puis jusqu'à aujourd'hui, aux yeux de nombreux sunnites, les chiites sont tout simplement tous des Iraniens, ou bien ils sont proches de l'Iran, ils sont des agents iraniens, et l'État iranien lui-même utilise le chiisme comme un outil d'influence à l'extérieur de ses frontières.
Et le chiisme est étroitement, est un pilier, on va dire, de l'identité nationale iranienne. On peut même dire que c'est une sorte de religion, c'est la religion nationale iranienne. Donc, l'inquiétude, on va dire, des élites arabes sunnites irakiennes vis-à-vis de cette démographie a amené diverses pratiques discriminatoires à l'encontre des chiites. Ceux-ci ont été déportés massivement dans les années 70 et dans les années 1980, car on les soupçonnait d'être à la solde de l'Iran, avec lequel il y avait un problème, des contentieux frontaliers nombreux. Les chiites, c'est Pierre-Jean Luizard qui explique ça très bien, un certain nombre d'entre eux ont été déclarés citoyens irakiens de seconde zone dans le Code de la nationalité de 1924, c'est-à-dire qu'ils étaient citoyens irakiens, mais de nationalité iranienne. Donc il y avait une construction de la citoyenneté comme ça à deux vitesses, et les Irakiens de nationalité iranienne ne pouvaient en particulier pas accéder à des postes dans la fonction publique. Voilà. Et donc, il y a eu une guerre entre l'Iran et l'Irak entre 1980 et 1988, qui a été une guerre très meurtrière. Voilà. Donc un deuxième exemple, au fond, de cette manière dont le Golfe Persique reste une ligne de faille entre sunnites et chiites aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle couramment dans la presse la guerre froide entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Le point névralgique, l'autre point névralgique de cette ligne de faille, de cette vieille ligne de faille entre ottomans et safavides, c'est la province orientale de l'Arabie saoudite, qui est la région d'Arabie saoudite où se trouvent toutes les réserves pétrolières du royaume, mais aussi la région où vit l'écrasante majorité de la population chiite d'Arabie saoudite. En effet, l'Arabie saoudite est un pays majoritairement sunnite. Plus que cela, l'Arabie saoudite est un pays qui se veut le défenseur de l'orthodoxie sunnite. Mais c'est un pays qui comprend une importante minorité chiite qui est en plus qui vit dans une région qui est stratégique, puisque c'est la région pétrolière. De nombreux chiites, dès les années 1940-1950, travaillaient dans l'industrie pétrolière. Donc la question chiite est très sensible. Alors, je dis une minorité, encore une fois, on n'a pas de chiffre exact. Les évaluations que l'on peut trouver varient de 8% de la population saoudienne totale à 20%. En général, ce sont les chiites eux-mêmes qui disent qu'ils représentent 20%. Donc, province orientale de l'Arabie saoudite, point névralgique de cette vieille ligne de faille. Autre point névralgique, c'est l'État de Bahreïn, qui est un tout petit État, un petit archipel qui se trouve relié à la province orientale de l'Arabie saoudite par un pont, et dont la majorité démographique est chiite, mais où les postes de pouvoir sont occupés par la minorité sunnite, et notamment la famille régnante à Bahreïn est sunnite. Et donc Bahreïn est un pays, on en parle relativement peu dans les médias français, parce que c'est un tout petit pays, puis en plus c'est une ancienne colonie britannique et pas française, donc ça ne fait pas partie de notre zone d'influence, mais j'aurai l'occasion d'en reparler. C'est un pays dans lequel le clivage sunnite-chiite est très politisé, dans laquelle, notamment, il y a une très forte inquiétude de la part de la famille royale vis-à-vis de ce qui est vu comme, au fond, une ambition hégémonique iranienne qui passerait par des entreprises de subversion, de manipulation de la population chiite de Bahreïn. Donc, le début, on va dire, de cette guerre froide entre l'Arabie saoudite et l'Iran, je vous le disais en introduction, c'est la révolution de 1979. La révolution de 1979, contrairement à ce qu'on peut lire parfois, n'a pas fait du chiisme la religion d'État en Iran. Il n'a jamais cessé de l'être depuis 1501, sauf à une exception près. Mais la révolution de 1979, elle établit un nouveau régime, le régime de la République islamique, qui est un régime théocratique, puisque c'est un savant religieux qui est le chef de l'État, qui détient les fonctions institutionnelles les plus importantes. Donc on l'appelle le guide
de la République islamique. Aujourd'hui, c'est Ali Khamenei. Et donc, il doit obligatoirement être un savant religieux chiite de haut rang. Et donc, vous voyez bien qu'au fond, donc, cet idéal théocratique dont je vous ai expliqué qu'il persiste dans le chiisme, eh bien, a été réalisé concrètement par cette révolution islamique. Une autre caractéristique de ce régime, en tout cas en 1979, aujourd'hui les choses ont un peu changé, c'est d'avoir voulu exporter sa révolution et d'avoir voulu réviser tous les statu quo, le statu quo des équilibres de puissance dans la région, et s'en est notamment pris aux alliés des Occidentaux dans la région, au premier rang desquels se trouvait l'Arabie saoudite. Pour la République islamique d'Iran, les États-Unis étaient le grand Satan, la puissance impérialiste contre laquelle il fallait absolument lutter, et les Saoudiens étaient le petit Satan, c'est-à-dire la puissance alliée des États-Unis dans la région. En effet, le régime saoudien, le régime des El Saoud, est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale lié aux États-Unis par une alliance de sécurité. Voilà. Donc en fait, ce qu'a fait la révolution de 1979, c'est non seulement d'établir un régime théocratique typiquement chiite, mais également de remettre en cause le statut de leader du monde musulman que l'Arabie saoudite s'était construit à partir des années 1960 dans le cadre de ce qu'on a appelé la guerre froide arabe. La guerre froide arabe, c'était le conflit latent qui opposait au fond les pays arabes qui étaient alignés sur l'Union soviétique aux pays arabes qui étaient alignés sur le bloc occidental. Parmi les pays alignés sur le bloc soviétique, il y avait l'Égypte du président Nasser, qui menait par ailleurs donc une propagande intense pour unifier le monde arabe dans le cadre d'un seul État qu'il aurait dirigé, et qui dénonçait vivement, fortement les régimes arabes alliés des Occidentaux, et notamment des États-Unis et des Européens. Et dans ce contexte-là, les Saoudiens, pour réagir à la propagande nassérienne pan-arabe, eh bien, se sont mis à activer des réseaux islamiques en répondant à Nasser, au fond, vous voulez unir les Arabes, vous prétendez être le chef de file du monde arabe, nous affirmons incarner des gens qui sont bien plus nombreux que vous, les musulmans. Et donc c'est vraiment le début de la construction par l'Arabie saoudite de réseaux pan-islamiques, fondation de l'Organisation de la Conférence islamique, fondation également de la Ligue islamique mondiale, et puis fondation d'une institution qui est tout à fait importante aujourd'hui, c'est l'Université islamique de Médine, qui a été fondée en 1961, donc en Arabie saoudite, pour former des savants religieux sunnites du monde entier, étrangers. Donc vraiment une université destinée, non pas aux Saoudiens, mais voilà, donc à forger des réseaux d'influence dans le monde musulman. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette phase de construction du leadership islamique de l'Arabie saoudite est une phase pan-islamique. À l'époque, la question du clivage entre sunnites et chiites n'est pas importante sur le plan géopolitique, et y compris pour l'Arabie saoudite. La doctrine officielle en vigueur en Arabie saoudite, c'est ce qu'on appelle le wahhabisme. C'est une doctrine dont le nom vient d'un savant religieux, d'un prédicateur du XVIIIe siècle qui s'appelait Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui s'est allié à la famille El Saoud pour fonder le premier État saoudien. Et c'est une doctrine qui veut réaffirmer le principe du monothéisme, de l'unicité de Dieu dans l'islam, et qui dénonçait les pratiques religieuses des musulmans de son temps, notamment les pratiques des confréries soufis, mais aussi les pratiques des chiites. Aux yeux de Mohammed ibn Abdel Wahhab, les chiites n'étaient pas des vrais musulmans, car ils associaient au culte de Dieu le culte
d'êtres humains, c'est-à-dire les imams. Donc vous voyez, vous avez vu cette photo du magnifique mausolée de l'imam Ali al-Najaf. Donc les chiites effectuent des pèlerinages sur la tombe de leurs imams, et c'est une pratique que les dits wahhabites considèrent comme non islamique. Mais à l'époque, pour les rois saoudiens, cette question n'est pas importante. Et par exemple, dans le conflit qui a opposé dès les années 1960 et 70 l'institution cléricale chiite irakienne au régime irakien, les rois saoudiens ont soutenu l'institution religieuse chiite parce qu'ils se voulaient les défenseurs de l'islam contre les régimes nationalistes arabes et socialiste ou socialisant, si vous le voulez. De la même manière, à cette époque également, dans cette phase donc pan-islamique qui occultait les différences doctrinales entre les musulmans, l'Arabie saoudite a soutenu l'imama zaïdite. Vous vous souvenez, les zaïdites, ce sont ces partisans de l'imam Ali qui reconnaissent 5 des 12 imams que reconnaissent les chiites duodécimains. Et bien donc cette imama zaïdite était mise en difficulté par une rébellion d'inspiration nationaliste arabe et nassérienne. Et dans le cadre de ce conflit, les Saoudiens ont soutenu l'imama zaïdite contre les nassériens. Donc, dans le cadre de cette rivalité nouvelle qui se construit entre l'Arabie saoudite et l'Iran en 1979. Voilà, je le dis dans ce slide, c'est la fin d'une longue période pan-islamique. Puisque pour, au fond, contrer la propagande révolutionnaire de l'Iran, l'Arabie saoudite tente et réussit d'enfermer l'Iran dans ce que Olivier Roy a appelé le ghetto chiite. Je trouve que c'était une expression très juste, parce qu'au fond, le discours saoudien consiste à dire « mais vous, l'Iran, vous prétendez représenter le monde musulman et prendre le leadership du monde musulman, mais en fait, vous n'êtes pas de vrais musulmans, ou à tout du moins vous incarnez une version déviante de l'islam. » Et cette stratégie a très largement réussi, puisque aujourd'hui, à l'exception de quelques réseaux islamistes palestiniens qui sont sunnites, l'influence de l'Iran dans la mouvance islamiste est une influence qui est largement restée confinée à l'islamisme chiite. Et ça, très tôt, au début des années 1980, la vocation pan-islamique de l'Iran, le régime de la République islamique d'Iran est un régime typiquement chiite, mais en même temps, sa rhétorique est une rhétorique pan-islamique, qui appelle à l'union du monde musulman. Et au fond, c'est une rhétorique qui a échoué, puisque, comme je vous le disais, les réseaux d'influence iraniens sont largement des réseaux d'influence chiites. Donc maintenant, après cette partie un peu géopolitique où on voit comment le conflit entre sunnites et chiites est en partie un conflit entre États, j'aimerais peut-être venir à une approche plus sociologique qui vous montre ces relations entre sunnites et chiites comme des relations entre groupes, entre communautés au sein d'États. Avec un premier point sur ce que j'ai appelé l'échec des islams génériques, c'est-à-dire l'échec des tentatives qui ont eu lieu dans certains pays, et là je vais développer le cas du Pakistan et du Yémen, pour promouvoir des islams génériques, c'est-à-dire généraux, aveugles aux différences doctrinales, de manière à, en général, ces tentatives de promotion d'islam générique ont été faites dans le cadre de construction de nouveaux États-nations, dans lequel il était important aux yeux des élites dirigeantes au fond, d'atténuer les différences confessionnelles entre les citoyens. Donc le Pakistan est un État qui est né en 1948 de la partition de l'empire colonial britannique des Indes, et c'est un État qui a été promu par la plupart des intellectuels laïcs, au sens, ce n'étaient pas des clercs, qui pensaient l'islam comme une appartenance nationale. Le Pakistan, au fond, c'était un État qui était fait pour réunir les musulmans indiens, pour garantir leur sécurité, pour préserver leur
différence, pour préserver leurs intérêts en tant que groupe minoritaire dans l'empire colonial des Indes, minoritaire par rapport aux hindous. Parmi les promoteurs du projet pakistanais se trouvait une majorité de sunnites, mais aussi plusieurs chiites, dont Mohammed Ali Jinnah, qui est considéré comme le père de la nation pakistanaise et qui a été le premier gouverneur du Pakistan, donc en fait le premier chef de l'État, et donc qui était en fait chiite duodécimain. Il était probablement ismaélien et puis il s'est converti. Il s'est converti à l'islam chiite. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de Jinnah, il est mort très rapidement après la fondation du Pakistan, dès 1948, c'est que toute sa vie, d'une part, il a, noyé le poisson à propos de son identité confessionnelle. Il était chiite, mais il refusait dans les interviews notamment de parler de cette question et donc au fond d'assumer publiquement son identité. Au moment de sa mort, s'est posé la question des funérailles, de la manière dont on allait l'enterrer, puisque les chiites et les sunnites ont des rituels funéraires un petit peu différents. Donc il a été décidé que ces funérailles privées, donc avec sa famille, seraient effectuées selon le rituel chiite, et que les funérailles publiques seraient des funérailles sunnites. Donc un premier exemple de la manière dont, au fond, ces élites laïques pakistanaises qui voyaient dans l'islam essentiellement une appartenance nationale qui devait être aveugle aux différences confessionnelles et doctrinales, n'ont pas pu assumer que le père de la nation était issu d'un courant minoritaire de l'islam. Plus généralement, très vite, au fond, au cours de la construction nationale pakistanaise, s'est posée la question de savoir mais qu'est-ce que ça voulait dire d'être musulman, alors, il y a un parallélisme qui a été fait par un universitaire avec Israël, on pourrait en reparler, mais c'est vrai que le parallélisme est vraiment très intéressant. Israël aussi, fondé en tant qu'État juif dans lequel le judaïsme est une appartenance nationale avant d'être une foi, si vous voulez, mais qui est rattrapé aussi par cette question de qu'est-ce qu'être juif. De la même manière, au Pakistan, se pose très rapidement cette question de savoir qui est vraiment musulman, ce qui amène à tout un tas de processus de discrimination, le premier contre la minorité ahmadi qui a été déclarée constitutionnellement non musulmane, et puis les chiites ont été l'objet aussi de campagnes similaires visant à les déclarer non musulmans au cours des années 1970 et 1980. Et cette question, ce débat public au fond pour savoir qui était musulman, c'est en particulier traduit en politique publique sous le gouvernement du général Zia-ul-Haq, qui est mort donc en 1988, qui a procédé à une islamisation de l'État qui ont aliéné la population chiite, qui s'est mobilisée contre ces politiques d'islamisation qui étaient en fait des politiques de sunnisation. À partir de cette période, le Pakistan est devenu un lieu majeur d'affrontements violents entre sunnites et chiites. C'est aujourd'hui le pays où il y a régulièrement des violences à caractère confessionnel entre milices sunnites et chiites. Alors, au Yémen, on voit un processus, également une tentative de promouvoir un islam générique. Donc vous vous souvenez, au Yémen, je vous ai dit que dès le Xe siècle, il y a eu un imama zaïdite. Le zaïdisme, les zaïdites étant des partisans de l'imam Ali qui ont suivi leur propre trajectoire, mais dès le XVIIIe siècle, les élites dirigeantes de cet imama ont cherché à orchestrer un rapprochement entre la population sunnite du Yémen et puis la population zaïdite, pour diverses raisons, et la principale étant qu'ils avaient du mal à maintenir leur légitimité en tant qu'imam zaïdite, et ils ont promu notamment des savants religieux qui étaient zaïdites, mais qui développaient des conceptions très sunnites de l'islam. Et donc, ce processus s'est accéléré durant les expériences républicaines yéménites à partir des années 1960 dans ce qui était le Yémen du Nord, puisque le Yémen n'existe comme un pays unifié
que depuis 1990, donc au Yémen du Nord, qui était la région dans laquelle se trouvait l'imam zaïdite, les élites républicaines ont cherché à gommer la différence confessionnelle et à créer une unité nationale, donc en renforçant ce processus de sunnisation du zaïdisme, et si bien qu'au Yémen, et peut-être que la guerre changera quelque chose, mais jusqu'à il y a quelques années en tout cas, la différence entre les zaïdites et les sunnites était souvent très ténue. Certains yéménites ne sachant pas s'ils étaient zaïdites ou sunnites, et un certain nombre de figures du salafisme yéménite et du salafisme international étant nées dans des familles zaïdites. Alors le salafisme, qu'est-ce que c'est ? C'est une doctrine alors spécifiquement sunnite et très anti-chiite, qui aujourd'hui est liée à des autorités, principalement liée à des autorités religieuses qui se trouvent en Arabie saoudite. Et donc je vous parlais de ce fameux mouvement Houssi. Vous avez là donc la photo de Abdelmalek el-Houssi, qui est l'un des leaders de ce mouvement houssiste. Le nom Houssi vient d'une famille de clercs zaïdites, donc de savants religieux zaïdites yéménites, qui a cherché précisément à contrer ce processus de promotion d'un islam générique qui équivalait en réalité à un processus de sunnisation du zaïdisme. C'est pour ça que je vous expliquais que le mouvement Houssi est un mouvement de revalorisation, de renouveau zaïdite, orchestré par, au fond, d'anciennes élites de l'imama zaïdite qui a disparu, qui s'est éteint dans les années 60. Donc, in fine, une conclusion qu'on peut tirer de ces deux exemples, c'est que c'est toujours l'islam des majoritaires qui s'impose. Quand on essaye de gommer les différences et de promouvoir comme ça des islams génériques, eh bien, au fond, les minoritaires sont toujours sommés de se faire discrets, à tout du moins, et voire d'oublier leur spécificité. C'est ce qui me fait dire aussi que les relations entre sunnites et chiites sont des relations qu'on peut très bien analyser avec les outils intellectuels avec lesquels on analyse les relations entre majorité et minorité au Moyen-Orient, mais aussi ailleurs. Alors je termine ma présentation avec voilà, un autre exemple de ce que j'appelle la rivalité mimétique entre sunnites et chiites, autour de la question du modèle d'autorité religieuse qui pourrait prévaloir dans les deux courants, avec trois cas, encore une fois. Alors le premier cas, c'est le cas de Bahreïn. Alors vous vous souvenez, Bahreïn, je vous ai dit, ce tout petit État à majorité démographique chiite, mais dirigé par des sunnites, qui est tout près de l'Arabie saoudite. En 2011, dans le cadre de ce qu'on appelle les printemps arabes, ou de ce qu'on a appelé les printemps arabes, le Bahreïn a connu lui aussi un soulèvement en février 2011, orchestré principalement par l'opposition islamiste chiite au régime. Et donc c'est un mouvement dont la majorité des membres étaient chiites. El-Wifaq, ce parti est donc un parti islamiste chiite, c'est le principal parti d'opposition, c'est un parti de masse. Il a été à la tête du mouvement de revendication démocratique de 2011, et ce qui est intéressant, c'est que rapidement, dès les premiers jours, un mouvement contre-révolutionnaire s'est structuré dans une partie de la population sunnite de Bahreïn, le Rassemblement de l'Unité nationale. Et le Rassemblement de l'Unité nationale s'est organisé en fait comme une tentative de devenir un wifaq sunnite, c'est-à-dire d'organiser les sunnites en une communauté et d'organiser un mouvement sous la houlette d'un clergé sunnite, c'est-à-dire l'équivalent sunnite d'El-Wifaq. En effet, El-Wifaq, comme beaucoup de mouvements islamistes chiites, est un mouvement dont le secrétaire général est un clerc, donc un savant religieux. C'est le cas de je vous le disais, il y a me semble-t-il aujourd'hui aucune exception à cette règle. Tous les mouvements islamistes chiites sont dirigés par des savants religieux. On pourra revenir sur cette spécificité
du chiisme. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans certains contextes de concurrence politique entre islamistes chiites et islamistes sunnites, les islamistes sunnites cherchent au fond à promouvoir des clercs aussi en acteurs politiques, en dirigeants politiques. Autre manière dont El-Wifaq et le Rassemblement de l'Unité nationale se ressemblent, c'est que ce sont toutes deux aussi des partis attrape-tout. C'est-à-dire, je vous dis, ce sont au fond des partis islamistes ou des partis islamiques, mais en même temps, ils sont des mouvements communautaires, c'est-à-dire qu'ils cherchent à recruter au-delà des islamistes, sur le plan idéologique, mais aussi au-delà des dévots, c'est-à-dire au-delà des personnes pieuses, de manière à représenter leur communauté. Dans le cas d'El-Wifaq, c'est très clair depuis sa fondation en 2001, et le Rassemblement de l'Unité nationale a aussi très largement cherché, sous la houlette du clergé, à rassembler les sunnites, si vous voulez, en tant que les personnes qui sociologiquement sont des sunnites, ayant par ailleurs des positionnements idéologiques assez variés, puisque dans le Rassemblement de l'Unité nationale, il y avait des anciens nassériens, des anciens bassistes, des nationalistes arabes, mais aussi des frères musulmans et des salafistes. Donc vraiment une espèce parti attrape-tout, mais communautaire. Un deuxième exemple de cette rivalité mimétique, c'est l'exemple iranien. Donc en Iran, aujourd'hui, l'écrasante majorité de la population est chiite. Le chiisme est la religion d'État, mais il y a environ probablement 20% des Iraniens qui sont sunnites. Historiquement, les sunnites iraniens ne constituaient pas une communauté, c'est-à-dire une communauté, un groupe doté d'une conscience collective et surtout capable d'agir collectivement sur la base de cette conscience. En effet, le fait minoritaire en Iran était plutôt structuré autour de différences ethniques et linguistiques. En effet, les sunnites se trouvent principalement dans les régions du Kurdistan, donc les Kurdes parlent, ils ont leur propre langue et vous avez également des sunnites en Iran dans une région qu'on appelle le Baloutchistan, qui est frontalière avec le Pakistan. Donc là aussi, un groupe qui a sa propre langue, sa propre histoire également, et puis un certain nombre de sunnites également dans le sud de l'Iran, parmi les populations arabes, qui se trouvent en fait sur les rives du Golfe Persique. Or, ce que l'on constate, et donc en fait, quand il y avait des mouvements, on va dire, de contestation ou des mouvements dissidents en Iran issus de populations sunnites, les revendications étaient des revendications essentiellement ethno-linguistiques, et l'opposition à l'État se faisait sur la base de cette mise en avant d'identité ethno-linguistique, et pas du tout sur la base d'une mise en avant d'une identité confessionnelle sunnite. Cette mise en avant d'une identité confessionnelle sunnite était aussi entravée par l'éloignement géographique et puis par l'absence, on pourrait dire, d'une histoire commune de ces populations. Or, depuis les années 2000, on constate l'émergence d'une élite cléricale, notamment au Baloutchistan et au Kurdistan, qui arrive finalement à structurer quelque chose qui pourrait ressembler à une communauté sunnite pour la première fois, donc qui arriverait à transcender les clivages ethno-linguistiques et à parler au nom d'une communauté sunnite minoritaire. Et en fait, ce processus est largement favorisé aussi par un changement d'attitude du régime iranien, qui pendant longtemps a cherché à réprimer toute tentative de structuration d'une communauté sunnite à part entière, et qui, au contraire, ces dernières années, semble avoir accepté, au fond, cette présence cette émergence d'une communauté sunnite, mais qui se structure sur un modèle typiquement chiite, c'est-à-dire autour d'un leadership clérical. Et puis, donc, le dernier exemple que je ne vais pas développer, parce que c'est un petit peu un ballon d'essai, au fond, que je lance, c'est cette figure du calife Abou Bakr el-Baghdadi. Vous savez, c'est le calife de Daesh, donc de l'organisation État islamique. Je vous le disais, le califat, historiquement, dès le IXe siècle, n'est plus un califat théocratique. Le calife est un
par opposition à l'imam, chiite en particulier, c'est un être humain ordinaire, au sens où il ne recèle pas une part de divin, et il n'a pas, de rôle dans l'élaboration de la loi religieuse. Il n'est censé faire qu'appliquer la loi religieuse élaborée par les savants religieux. Mais au fond, Abou Bakr el-Baghdadi, donc une figure politique, un chef d'État ou de proto-État, comme on veut l'appeler, mais également quelqu'un qui a étudié les sciences religieuses, et donc qui a une formation cléricale et qui met en avant cette formation cléricale. Et donc, au fond, une figure typiquement chiite, mais qui est une figure sunnite, puisque Daesh est une organisation islamiste sunnite qu'on appelle souvent salafiste djihadiste. Et ça me semble être peut-être un autre exemple intéressant de la manière dont, au fond, le conflit entre sunnites et chiites génère ces dynamiques de mimétisme. Et je pense, et ce sera mon mot de conclusion, qu'il y a chez les sunnites, et notamment dans la mouvance islamiste sunnite, une fascination pour le modèle chiite de fusion entre autorité politique et autorité religieuse, et que c'est un modèle donc qui fascine et qu'un certain nombre d'acteurs cherchent à émuler dans l'objectif de renforcer à la fois le politique mais aussi le religieux. Voilà, merci beaucoup. Dans ce que vous nous avez dit, je voudrais savoir où vous situez et en quoi consistent les frères musulmans. Une question, une parole, oui. Oui, les frères musulmans, c'est vrai que j'en ai pas parlé, il y a tellement de choses à dire. Oui, voilà, donc les frères musulmans sont une organisation islamiste sunnite, donc née en Égypte en 1928, et qui aujourd'hui incarne ce qu'on pourrait appeler l'islamisme sunnite mainstream, c'est-à-dire le courant majoritaire, je pense encore, un courant moderniste, un courant pragmatique aussi, qui, partout où c'est possible, participe aux institutions politiques établies. Ça a été le cas au Yémen, ça a été le cas en Égypte quand ça a été possible notamment, c'est le cas au Koweït, c'est le cas au Bahreïn. Et ce qui est important de préciser peut-être pour les frères musulmans, c'est que l'organisation des frères musulmans, en tant qu'organisation, mais aussi en tant qu'idéologie, a énormément inspiré l'islamisme chiite. L'islamisme chiite est né principalement en Irak à la fin des années 1950. C'était le parti qu'on appelait le parti El-Darwa. Et le parti El-Darwa s'est beaucoup inspiré des frères musulmans dans son idéologie. On pourrait même dire qu'au départ, l'idéologie islamiste chiite est une sorte de chiitisation des principes des frères musulmans. Ce qui est un exemple quand même qui montre comment, au fond, la fracture et l'idée que ces deux courants sont irréconciliables et inconciliables, si vous voulez, est une idée relativement récente, puisqu'il était tout à fait logique aux yeux des islamistes chiites des années 50, 60, 70 de se réclamer de l'héritage des frères musulmans. Oui, donc justement, par rapport à ce que vous venez de dire, je crois que c'est Bruno Etienne dans l'islamisme radical en 87 qui évoque l'influence de Sayed Qutb, des écrits de Sayed Qutb sur l'ayatollah Khomeini. Et Sayed Qutb apparaît comme le fondateur de l'islamisme radical qui justifie l'usage de la violence pour renverser des gouvernants arabo-musulmans qui ne sont pas des bons musulmans, selon lui. Donc là, il y aurait effectivement, si vous confirmez cette information, qu'il y a une influence directe d'un sunnite sur le fondateur de la République islamique d'Iran, chiite. Et également, à propos d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden donc, était saoudien, donc sunnite, mais on dit que sa mère était d'origine chiite, peut-être, et que cela expliquerait que dans un premier temps, Al-Qaïda ne faisait pas trop d'opposition entre chiites et sunnites. C'est seulement avec Abu Musab al-Zarqawi en Irak, à partir de 2006, que Zarqawi a opté pour une stratégie de violence extrême à l'encontre des sunnites, et que ainsi, finalement, il serait à l'origine de l'État islamique de Daesh, qui se distingue radicalement désormais d'Al-Qaïda, et qui est devenu entré en concurrence avec Al-Qaïda. Et Abou Bakr al-Baghdadi apparaît un peu comme le lointain héritier, malgré tout, d'Abou Musab al-Zarqawi. Je ne sais pas si vous confirmez aussi cela.
Oui, alors, oui, pour Saïd Qutb, oui, mais Khomeini a lu tous les grands auteurs, tous les grands idéologues islamistes sunnites, Saïd Qutb, Hassan al-Banna, donc, qui est le fondateur initial des frères musulmans, mais aussi Abul Ala al-Maoudoudi, qui est un Pakistanais, qui est l'autre figure, on va dire, tutélaire de l'islamisme en général, hein, à la fois sunnite et chiite, et qui a, lui, inspiré Saïd Qutb. Tout à fait. Alors, ça ne veut pas dire que Khomeini a eu besoin de Qutb pour théoriser le passage à la violence révolutionnaire, d'accord. Je pense qu'il a lu Qutb, ça sans aucun doute, il le cite, mais il y a tout un pan de la pensée de Qutb qu'il ne valide pas du tout, et notamment ce qui fonde l'islamisme radical en tant qu'idéologie, c'est-à-dire cette idée qu'au fond, tous les musulmans qui ne suivent pas cette voie de l'islamisme radical ne sont pas des bons musulmans qui sont rejetés dans l'état d'ignorance et qui peuvent être combattus et tués à ce titre. Ce n'est pas du tout quelque chose qui fait partie de la philosophie khoméniste, au contraire. Il n'y a pas du tout cette dimension dans l'idéologie islamiste chiite d'une manière générale, dans l'idéologie de Khomeini. Quant à Al-Qaïda et Ben Laden, sa famille est d'origine yéménite. Alors, je ne sais pas si sa mère était chiite, je n'ai jamais entendu parler de ça. Je ne pense pas que ça aurait joué de toute façon un rôle dans sa trajectoire. Et je ne sais pas si la famille de Ben Laden était zaïdite ou pas, initialement. Je ne pourrais pas vous le dire. Je pense que le fait que pendant longtemps, au fond, la question sunnite-chiite n'était pas le problème d'Al-Qaïda, c'était en raison de l'héritage des frères musulmans, hein, parce que Al-Qaïda vraiment naît au fond de l'hybridation entre les frères musulmans. Donc c'est quelque chose que j'ai pas dit en répondant à la question précédente, mais c'est vrai que les frères musulmans, c'est vraiment aussi un mouvement pan-islamique qui a toujours privilégié la question de l'unité, notamment de l'unité politique des musulmans par-delà leurs différences doctrinales, parce que la priorité pour les frères musulmans, c'était de lutter contre l'impérialisme occidental. Hein, et dans cette lutte contre l'impérialisme occidental, il fallait absolument que les musulmans s'unissent et ne regardent pas, au fond, leurs différences doctrinales. Donc cet héritage des frères musulmans qui est visible notamment parmi... les associés égyptiens de Ben Laden, Zawahiri notamment, expliquent pourquoi la question sunnite-chiite n'était pas centrale. Et puis aussi parce que dans le djihad afghan, qui a été un peu la matrice d'Al-Qaïda, cette question sunnite-chiite n'était pas centrale, ou en tout cas pas pour Ben Laden. Et au fond, pourquoi c'est seulement à partir des années 2000, enfin après la chute de Saddam Hussein en Irak, que cette question devient importante au sein d'Al-Qaïda, et notamment de la branche irakienne, c'est que la branche irakienne, elle est dans un contexte où le clivage sunnite-chiite, il est primordial, et où, au fond, la chute de Saddam Hussein en 2003 permet l'arrivée au pouvoir des chiites, et notamment des islamistes chiites, et entraîne la marginalisation par différents processus de la minorité sunnite arabe qui, au fond, apporte son soutien aux différents mouvements de guérilla, aux différents mouvements djihadistes, dans l'espoir tout simplement de parvenir à négocier une plus grande part du pouvoir institutionnel, si vous voulez. Et donc, le confessionnalisme et l'antichisme, dans ce cadre-là, devient une stratégie de combat, si vous voulez, j'ai envie de dire. Ça devient utile politiquement de dénoncer les chiites, parce qu'il s'agit de dénoncer la mainmise des chiites sur le pouvoir. Est-ce que vous pourriez nous donner le type de relation qui existe entre le soufisme chiite et le soufisme sunnite? Alors, en fait, il y a beaucoup de ressemblances entre l'islam soufi et le chiisme. Je prendrai les choses par ce bout. Donc le soufisme, ça désigne d'une manière générique les courants mystiques de l'islam. Il y en a à la fois dans le sunnisme et il y en a dans le chiisme, bien qu'il y en ait moins dans le chiisme. Et au fond, ce sont des courants mystiques, c'est-à-dire qu'ils affirment qu'il est possible, si on suit une certaine discipline du corps et de l'esprit, une ascèse notamment, si on pratique certains rituels, certaines techniques, il est possible d'établir un contact direct avec Dieu. Donc un contact intime. Et donc ces courants mystiques suivent des méthodes, si vous voulez, qui sont
qui ont été fondés par des saints soufis, qui ont fondé les confréries soufis. Et donc, une première ressemblance avec les chiites, c'est que les soufis effectuent des pèlerinages sur la tombe de ces saints, avec des pratiques qui ressemblent énormément à celles des pèlerinages chiites sur la tombe des imams. Il y a aussi, à la fois dans le chiisme et dans le soufisme, cette notion de sainteté. En arabe, on dit walaya. Donc l'idée, qu'il existe des hommes saints qui ont cet accès direct à Dieu. Alors la différence, c'est que dans le soufisme, la sainteté, elle résulte d'un effort individuel. C'est quelque chose qu'on peut acquérir par la virtuosité individuelle, si vous voulez, alors que dans le chiisme, cet accès à Dieu est réservé aux imams. Donc c'est quelque chose qui est hérité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acquérir. Autre point qu'on peut souligner si on veut parler de la relation entre soufisme et chiisme, c'est que certains imams chiites, et notamment l'imam Ali, sont considérés comme les hommes saints du soufisme affirment descendre de l'imam Ali. Et il semble également que, historiquement, au fond, la naissance des courants mystiques de l'islam se soit effectuée dans l'entourage de certains des imams chiites, et qu'au fond, les courants mystiques de l'islam, qu'ils soient soufis, qu'ils soient chiites ou sunnites, proviennent des enseignements de certains des imams chiites. Donc il y a une sorte de filiation historique chiite dans le soufisme, ce qui n'empêche pas, aujourd'hui en particulier, certaines confréries soufis d'être anti-chiites de manière assez virulente, notamment les Naqshbandis, par exemple, dans le sous-continent indien. Bonsoir, merci pour votre intervention. Moi, je voulais apporter une petite précision que j'aimerais que vous confirmiez. Quand vous parlez de l'exportation de la révolution iranienne à partir de 1979, cette prétention de l'Iran d'exporter sa révolution, il y avait cette prétention, mais je pense que l'agression, elle est venue de l'Irak par rapport à la guerre. C'est l'Irak qui a attaqué l'Iran. Ensuite, ma question, vous parliez de deux empires, l'Empire ottoman et l'Empire safavide, et on a vu dans les cartes que vous avez présentées qu'il y avait des communautés chiites dans l'Empire ottoman. Quel était leur statut? Est-ce qu'elles étaient persécutées? Parce que maintenant, actuellement, par exemple, dans le Maghreb, moi je le vois en Algérie, par exemple, il y a des Ahmadites qui sont désignés même par des institutions de l'État comme des gens qu'il faut combattre, qu'il faut éliminer et tout. Merci. Alors oui, votre première question, c'était sur la guerre Iran-Irak. Oui, la guerre Iran-Irak a été déclenchée par l'Irak qui a agressé l'Iran. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. En même temps, la doctrine de l'exportation de la révolution, qui était un pilier de la politique étrangère iranienne durant une bonne partie des années 80, en tout cas jusqu'en 88, n'est pas liée à la guerre Iran-Irak. Elle est liée à la dynamique révolutionnaire elle-même, et l'objectif donc était de susciter des révolutions islamiques ailleurs dans les pays voisins, et notamment dans les pays alliés des États-Unis et de l'Occident, si vous voulez. Donc il faut dissocier les deux. Mais vous avez raison de dire que la guerre Iran-Irak n'est pas liée au projet des Iraniens d'exporter la révolution, d'accord, puisqu'ils n'ont fait que répondre à l'agression irakienne. La deuxième partie de votre deuxième question était sur les communautés chiites dans l'Empire ottoman. Alors, en fait, l'Empire ottoman était un empire multiconfessionnel, multi-ethnique, multilinguistique, dans lequel la différence religieuse était reconnue et institutionnalisée, mais seulement la différence entre musulmans et non-musulmans. C'est-à-dire que les chrétiens et les juifs avaient le droit à être reconnus en tant que communauté, et puis avaient le droit à une certaine autonomie dans la gestion de leurs affaires religieuses. Ils étaient protégés de l'État musulman et ottoman, et puis
Voilà, donc il y avait un certain nombre de restrictions qui s'imposaient à eux, mais voilà. Mais en même temps, voilà, ils avaient le droit de maintenir leurs différences religieuses. Dans le cas des chiites et des différents courants issus des partisans de l'imam Ali, ce n'était pas du tout le cas, puisque au fond, puisque l'empire, enfin l'État ottoman était un État musulman, il ne reconnaissait pas, si vous voulez, le droit à la différence au sein des musulmans. Hein, l'islam sunnite, c'était l'islam officiel, c'était la doctrine officielle de l'État, et l'État avait tendance à percevoir les courants issus des partisans de l'imam Ali comme des dissidents, comme des éléments subversifs qu'il fallait contrôler. Hein, et donc, alors, les politiques de l'État ottoman vis-à-vis de ces communautés chiites, elles ont été différentes en fonction des circonstances, si vous voulez. Donc il n'y a pas eu de persécution systématique, mais on sait qu'il y a eu des périodes de persécution. Les chiites libanais en gardent un souvenir jusqu'à présent, au XVIIe siècle notamment. Il y a eu un XVIIe et XVIIIe, plusieurs vagues de persécution des communautés chiites qui sont aujourd'hui au sud du Liban, qui ont amené notamment à des migrations de savants religieux du Liban vers l'Iran en particulier. Voilà. Alors les Alaouites, qui sont une communauté donc issue des partisans de Ali qui vivent dans le nord de la Syrie et dont la famille Al-Assad est issue en fait, conserve aussi cette mémoire des persécutions ottomanes, puisque les Alaouites étaient accusés de tas de maux, dont d'avoir aidé les croisés du temps des croisades, etc. Donc voilà, en effet. Donc, mais on pourrait dire qu'au fond, la politique des Ottomans vis-à-vis des chiites, elle a été dictée par les circonstances. Si vous voulez, il y avait cette idée générale qu'ils étaient des éléments subversifs, mais c'est pas pour ça qu'il y avait des persécutions systématiques. Ça dépendait du contexte politique intérieure et géopolitique, et de la même manière que la politique ottomane vis-à-vis des chrétiens et des juifs a varié aussi dans le temps en fonction notamment de l'évolution des relations entre l'Empire ottoman et les puissances européennes. Oui, comment expliquez-vous ce qui semble être la neutralité du sultanat d'Oman? Qui parle D'accord, oui, oui, très bien, je vous ai s'il vu. vous plaît. Oui. La neutralité du... Alors, comment expliquer la neutralité du sultanat d'Oman? La neutralité dans le conflit actuel, si vous voulez, dans la guerre froide entre l'Arabie saoudite et l'Iran, j'imagine, ça s'explique essentiellement parce que les Omanais se méfient énormément de l'hégémonie saoudienne, dans la péninsule arabique, donc tiennent à préserver une certaine indépendance, sont extrêmement méfiants aussi vis-à-vis des doctrines religieuses que l'Arabie saoudite exporte, et notamment du salafisme. Le sultan d'Oman et la famille royale d'Oman n'est pas sunnite, n'est pas chiite, elle est ibadite. En fait, c'est une sorte de troisième courant de l'islam qui est assez peu répandu aujourd'hui. Il y a qu'en Oman où au fond il y a autant d'ibadites aujourd'hui, et la politique religieuse du sultanat d'Oman et du sultan Qaboos en particulier, qui règne depuis 1970, c'est vraiment une politique, encore une fois, c'est une politique de promotion d'un islam générique, mais qui a quand même une forte coloration ibadite. En même temps, je ne suis pas sûre que l'identité religieuse du royaume explique sa neutralité. Je pense aussi que sa neutralité donc, s'explique, comme je l'expliquais, par sa méfiance vis-à-vis de l'hégémonie saoudienne, mais aussi par les très bonnes relations que le sultanat d'Oman entretient avec l'Iran. Du temps de la monarchie, les Iraniens, de la monarchie en Iran, donc du Shah d'Iran, les Iraniens avaient envoyé des soldats, des troupes pour aider les Omanais à mater une rébellion dans le sud du pays, une rébellion marxiste dans le Dhofar. Et donc les relations de sécurité ont toujours été excellentes et très fortes, ce qui explique aussi peut-être pourquoi il y a une surreprésentation des Omanais d'origine iranienne dans l'appareil de sécurité omanais. Voilà, donc il y a un positionnement qui explique aussi pourquoi les Omanais ont toujours refusé notamment
voilà, la politique saoudienne, mais aussi des autres monarchies du Golfe, d'ostraciser l'Iran et de maintenir l'Iran à l'écart, notamment des questions, enfin des débats sur les questions de sécurité régionale. Merci pour votre conférence. Je voudrais, si on peut déplacer la focale, que vous nous disiez quelques mots sur l'islam dans le continent africain. Parce qu'on n'en parle jamais, ou pratiquement jamais. Bon, c'est un islam sunnite, mais très marqué par les confréries. Mais on voit bien qu'il y a des points d'accrochage avec des mouvements révolutionnaires ou qui s'affirment comme tels, qui prennent place ou qui ne prennent pas. Et est-ce qu'il se joue là aussi en Afrique quelque chose des rivalités entre les deux grands courants musulmans? Alors je connais très mal l'islam africain, donc je ne vais pas en parler beaucoup parce que je ne veux pas dire de bêtises. En effet, je pense que le clivage sunnite et chiite n'est pas un clivage qui est structurant, aussi bien au niveau du continent que au niveau des États-nations, à ma connaissance, bien qu'il y ait des communautés chiites, notamment en Afrique de l'Est, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc en effet, c'est comme vous le disiez, un islam plutôt sunnite et fortement marqué par le soufisme, et par ce qu'on appelle parfois le maraboutisme, donc un islam confrérique, mais qui est, tout comme, c'est un petit peu comme dans le sous-continent indien, qui est aussi historiquement très marqué par le soufisme, qui est la forme dominante de l'islam, qui est au fond affecté directement par ces dynamiques transnationales qui ont historiquement pour centre l'Arabie saoudite, mais qui se sont considérablement décentrées. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite n'est plus le seul centre d'exportation du salafisme. Donc au fond, cette guerre froide entre l'Arabie saoudite et l'Iran qui commence en 1979 accentue la volonté de l'Arabie saoudite, voilà, de tisser ses propres réseaux islamiques, si vous voulez. Et l'Afrique est devenue l'une des cibles, comme d'autres régions, et donc subit cette influence d'un islam qui est au départ exogène, à l'islam africain, mais qui prend racine. Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un islam majoritaire, Dieu merci, mais qui génère, voilà, en effet, des problèmes graves, dont on a tous entendu parler. Oui, merci pour l'exposé. Que faut-il penser des derniers développements en Iran et des manifestations ? Alors, voilà. Donc, je ne suis pas du tout spécialiste de la politique intérieure iranienne, encore une fois. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. La première chose, moi, qui m'est venue à l'esprit quand j'ai pris connaissance dans la presse de ces mouvements, c'est de me dire, mais la question sociale, elle est importante. Parce qu'il semble que la question sociale, c'est-à-dire la question de la redistribution, la question de l'État-providence, la question des inégalités socio-économiques est très importante dans ce mouvement. Et au fond, on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire on s'en est un peu souvenu quand on a eu toute la vague des soulèvements arabes en 2011, où au moins parmi les chercheurs, on a réalisé l'importance de cette question sociale et des questions socio-économiques qui étaient tout à fait centrales autant, et peut-être plus parfois que les questions politiques dans ces mouvements. Il semble quand même qu'en Iran, on a quelque chose de cet ordre. Voilà, c'est vrai que l'arrivée de Rouhani au pouvoir a suscité beaucoup d'espoir dans une partie de la population. Et c'est au fond peut-être ces espoirs déçus, sur le plan socio-économique en tout cas, qui peuvent expliquer ces mouvements. Voilà. Mais pour l'instant, je crois que c'est difficile d'en dire plus. Oui, merci pour l'exposé qui nous a permis, à mon sens, de nous replonger dans l'histoire, encore une fois, qui se reproduit aujourd'hui, malheureusement, au Moyen-Orient, notamment, avec ses répercussions et tout cela s'implique, tout ce que cela implique à l'échelle mondiale. Deux petites questions, sous forme de remarques peut-être. Vous avez montré avec des images, des photos, que le tombeau de Ali serait ou existerait en Najaf, en Irak. À ma connaissance, moi je pensais que c'était celui de son fils, Imam Hussein plutôt, que Imam Ali, qui a été massacré dans la guerre de Karbala.
Et deuxième chose, si j'ai bien compris, bien suivi votre exposé, les Ismaélites, notamment je pense à ceux qui habitent la Syrie, ils étaient représentés par les Druzes. Je pense à un moment donné ou pas. Moi, à ma connaissance, les Ismaélites, c'est un courant aussi qui appartient, qui revendique du chiisme, je veux dire, voilà, qui reconnaît aussi les 7 imams. Ma question, d'ailleurs, entre autres, comment on lit, on regarde aujourd'hui, l'ingérence ou l'intervention, si j'ose dire, iranienne dans les pays limitrophes, à dominante sunnite, je pense notamment en Syrie. Est-ce que vraiment c'est sous forme de revendication identitaire à l'échelle régionale ou c'est sur fond d'une politique dessinée qui se redessine dans la région ou c'est lié vraiment à une idéologie autre ou c'est les deux à la fois? Merci. Alors pour le tombeau de l'imam Ali se trouve à Najaf, le tombeau de l'imam Hussein à Karbala, logiquement. Il y avait une deuxième remarque. Les Druzes, oui, alors les Druzes sont une communauté issue de l'ismaélisme, si vous voulez. Et autant je pense que la plupart des musulmans seraient d'accord pour dire que les Ismaéliens sont musulmans, autant pour les Druzes, il y a un énorme doute. Et donc il y a un débat autour de l'islamité des Druzes parce que c'est une doctrine qui a évolué à partir de l'ismaélisme dans une direction très, très particulière, si vous voulez. Donc le chiisme en Syrie, c'est compliqué. Vous avez les Druzes, qui d'après certains ne sont pas musulmans. Vous avez les Alaouites, dont sont issus la famille El-Assad, qui gouverne la Syrie depuis 1970. Et avant, Hafez el-Assad, donc le père de Bachar, c'était aussi une faction issue, enfin, dans laquelle beaucoup d'Alaouites étaient représentés. Donc le phénomène, enfin le fait politique alaouite en Syrie, on pourrait dire, date des années 60, si vous voulez. Les Alaouites sont très minoritaires en Syrie, probablement autour de 11-12% à peine. Et puis donc vous avez également des Ismaéliens en Syrie qui sont alors encore plus minoritaires. Je n'ai même pas de chiffres en tête, mais c'est une toute petite minorité. Et puis vous avez quelques chiites duodécimains aussi, mais très très peu, si vous voulez. Donc voilà, moi je suis très réticente, mais certains de mes collègues certainement n'auraient pas ces réticences ou penseraient de manière différente. Je pense que ça ne nous aide pas à réfléchir, de dire que les Druzes, les Ismaéliens, les Alaouites, les Zaïdites sont des chiites. Parce que, au fond, ils ont des trajectoires politiques, sociales et doctrinales vraiment très spécifiques. Et penser, parce que quand on dit, au fond, ils sont chiites, c'est dans le contexte actuel. Dire que les Zaïdites, par exemple, du Yémen, sont chiites, c'est une manière de disqualifier leurs revendications. D'accord ? C'est une manière de dire, mais au fond, vous êtes chiites, donc vous êtes des instruments au service de la politique d'influence de l'Iran, et donc tout ce que vous dites n'a aucun intérêt, puisque vous parlez la voix avec... En fait, vous êtes la voix de votre maître, si vous voulez. D'accord ? Et dans le contexte syrien, c'est un petit peu la même chose. Expliquer l'intervention militaire iranienne pour aider donc le régime de Bachar el-Assad à se maintenir par des affinités religieuses et par le fait que les Alaouites sont chiites, ça n'a aucun sens. Déjà pour la plupart des chiites duodécimains et surtout la plupart des clercs, des savants religieux chiites duodécimains, les Alaouites ne sont pas musulmans. D'accord ? Il y a une association en Iran qui a été créée en 1990 par l'ayatollah Ali Khamenei, qui est actuellement le guide de la révolution, qui est une association destinée à la promotion, au rapprochement des différents courants de l'islam. Mais cette association n'a pas pour cible les Alaouites, parce que les Alaouites sont considérés comme étant une doctrine trop extrémiste pour pouvoir être approchés, cooptés, etc., si vous voulez. Donc ça en dit très très long sur la manière dont les Alaouites sont perçus par la plupart des chiites duodécimains.
En réalité, cette intervention iranienne en Syrie elle est basée sur des intérêts partagés entre le régime syrien et le régime iranien qui sont unis par une alliance depuis le début des années 80, une alliance, donc encore une fois, basée sur des intérêts, basée sur une coopération de sécurité. Sur le plan idéologique, le régime syrien et le régime iranien n'ont pas grand-chose à voir. Le régime syrien est un régime nationaliste arabe, laïque, socialiste. C'est le régime bassiste, le parti basse, c'est cela. C'est un régime qui, dans les années 80, organisait des campagnes pour forcer les femmes à se dévoiler dans les rues de Damas, par exemple. Donc c'est à milieu de l'univers de la République islamique d'Iran, mais la République islamique d'Iran et la Syrie de Hafez el-Assad partageaient un ennemi commun, l'Irak, et Israël, et il était vital dans le cadre du conflit entre l'Iran et l'Irak que l'Iran se trouve des alliés dans le monde arabe, et donc la Syrie était l'allié le plus évident, et il était très important aussi pour la République islamique d'Iran de jouer un rôle dans le conflit israélo-palestinien, si vous voulez. Et donc, y être allié avec la Syrie, c'était être allié avec le leader du front du refus de la normalisation avec Israël, et puis c'était se ménager un accès au Liban, et donc à la frontière israélienne, et donc pouvoir, à travers notamment ce mouvement dont vous avez certainement tous entendu parler, qui s'appelle le Hezbollah, qui est un mouvement islamiste chiite pro-iranien, et bien pouvoir agir, jouer un rôle directement dans le conflit israélo-palestinien à travers le Liban et le Hezbollah, et donc avec le soutien et la bénédiction de la Syrie qui a fait la pluie et le beau temps au Liban entre 1976 et 2005. Voilà. Je vous propose de prendre 2 dernières questions. Bonsoir. Je pense que ma question tombe à pic. Est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots sur une figure tutélaire justement du chiisme libanais, à savoir l'imam Moussa Sadr, qui aurait été occulté pour les chiites libanais, en tout cas, il a disparu dans des circonstances obscures en Libye en 1976, et justement sur sa relation avec le mouvement chiite libanais du Hezbollah. Oui, alors celui qu'on appelle l'imam Moussa Sadr, avec beaucoup d'ambiguïté dans ce terme évidemment. En fait, c'était un Iranien, donc qui est arrivé au Liban en 1959, mais un Iranien alors typique. Au fond, la famille Sadr est une très grande famille de clercs, grande au sens où elle a beaucoup de membres, de grande famille de clercs chiites, puis grande aussi au sens où son rôle dans l'histoire des doctrines et dans l'histoire politique du chiisme est très importante, au moins depuis le 19e siècle, voire le 18e siècle. Et c'est une famille transnationale, donc, qui a des branches en Iran, en Irak, au Liban, mais aussi au Pakistan et en Inde. Et l'imam Moussa Sadr donc, a été appelé au Liban en 1959 par un lointain cousin, qui était le moufti de la ville de Tyr au sud Liban. Et donc, c'est ce qui explique pourquoi il a pu jouer un rôle politique aussi important dans la communauté chiite libanaise. Ce qui explique son rôle, c'est aussi sa capacité au fond, à son projet de redonner, enfin de donner aux chiites une place plus importante dans les équilibres politiques libanais, qui étaient structurés en fait sur un pacte initial entre la communauté maronite chrétienne et la communauté sunnite. Et dans ce pacte, les chiites avaient été marginalisés, bien qu'ils aient été une communauté nombreuse. Donc le projet de Moussa Sadr, c'était au fond de mobiliser les chiites pour qu'ils obtiennent une plus grande part du pouvoir. Il a été assassiné probablement par le régime de Kadhafi en 1978, pas soit 1976. Et donc, comme on n'a jamais retrouvé son corps, il y a évidemment le mouvement Amal que Moussa Sadr a fondé, a saisi l'opportunité de faire le parallèle avec l'imam caché, l'imam occulté, et donc ce qui a permis d'entretenir le mythe, si vous voulez. Alors aujourd'hui, l'imam Moussa Sadr était décédé, avait disparu avant la fondation du Hezbollah, qui date du début des années 1980, et donc le mouvement qu'il a fondé, c'est le mouvement Amal, qui est le 2e grand mouvement communautaire chiite au Liban. Mais en même temps, c'est une figure qui est aussi revendiquée par le Hezbollah libanais.
en tant que figure combattante ayant mobilisé la communauté chiite. Mais il est mort avant la révolution iranienne, en fait. Donc il n'a pas participé du tout à l'établissement de cette relation si étroite entre les chiites libanais et puis l'Iran. Oui, alors comment l'Occident, pour aller vite, a instrumentalisé pendant la période coloniale cette discorde et comment elle continue de l'instrumentaliser? Alors, je ne crois pas qu'on puisse parler d'une instrumentalisation du clivage entre sunnites et chiites par les pouvoirs coloniaux. Je suis en train de très rapidement de faire... Oui. Ce qui est certain, c'est que... je vais prendre 2 exemples. Le Liban, mandat français, l'Irak, mandat britannique. Alors dans le cas français, oui, dans le cas libanais, oui, on peut parler. Il y a cette dimension, en effet. Donc les Français avaient le mandat sur la Syrie et le Liban. Ils étaient chargés d'amener cette région à l'indépendance nationale. C'était leur objectif. Et donc au fond, pour casser le mouvement nationaliste arabe qui avait pour objectif de créer notamment une grande Syrie qui aurait réuni le Liban et la Syrie. C'est vrai que les Français ont joué sur le clivage sunnite-chiite en faisant entrevoir aux chiites que, au fond, s'ils soutenaient les autorités coloniales et le projet d'un État libanais, donc différent d'un État syrien, eh bien, ils se verraient reconnus pour la première fois le statut de communauté confessionnelle à part entière, avec le droit d'avoir notamment leurs propres tribunaux religieux, donc c'est-à-dire des tribunaux qui jugent des affaires familiales, notamment sur la base du droit religieux chiite, alors qu'auparavant, la réalité était que seuls des tribunaux religieux sunnites existaient et qu'au moins sur le plan institutionnel, dans les faits, il y avait une très large autonomie pour des tas de raisons sur le plan local, eh bien, les seuls tribunaux musulmans qui existaient, c'était des tribunaux qui jugeaient sur la base du droit religieux sunnite, si vous voulez. Donc, et c'est ce que les Français ont fait effectivement. C'est eux qui, pour la première fois, au fond, c'est eux qui ont créé les chiites libanais, j'ai envie de dire. Ça, c'est quelque chose qui est assez connu. Avant la période coloniale au Liban, l'identité de ceux qui sont aujourd'hui les chiites au Liban, elle était floue. On les appelait pas les chiites, on les appelait les metouali, qui était un terme extrêmement péjoratif qui désignait des gens dont on ne savait pas très bien qui ils étaient. Donc il y a certains récits de voyageurs qui les décrivent comme des Iraniens, parlant une langue, une espèce de dialecte qu'on ne connaît pas très bien. Leur identité religieuse n'était pas claire non plus. Et au fond, les Français permettent à ces gens, pour la première fois, de clarifier leur identité religieuse et de s'institutionnaliser, si vous voulez, en tant que groupe religieux. Et ça a permis notamment de désolidariser une partie au moins des élites chiites du projet nationaliste arabe au Liban. Donc c'est vrai que, en fait, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la période coloniale, elle a été tout à fait importante au Liban pour clarifier, on va dire, les frontières communautaires entre sunnites et chiites. Je ne développe pas le cas de la Syrie, mais avec les Alaouites, ils ont fait la même chose. Voilà. Et donc, pour l'Irak, c'était pas vraiment une question d'instrumentalisation, je pense, de la part des autorités coloniales britanniques. Il y avait de la part des Britanniques une méfiance viscérale vis-à-vis des chiites irakiens, pour la simple raison que ce sont le seul mouvement de résistance armée à la colonisation britannique en Irak, c'est ce qu'on appelle la révolution de 1920. C'est une révolution qui a été dirigée par le clergé chiite irakien, et notamment des clercs qui étaient iraniens, de citoyenneté, qui étaient des sujets de l'État iranien. Et donc, c'est un mouvement armé qui a été défait. Et de là, les Britanniques en avaient tiré la conclusion qu'il n'y avait rien à tirer de ces chiites, que de toute façon, ils étaient des Iraniens, qui ne seraient jamais capables d'une véritable loyauté à l'État irakien, qui ne pourraient être jamais de vrais Irakiens. Et les Britanniques ont tout misé, en fait,
sur le mouvement du shérif de la Mecque, c'est-à-dire le premier roi d'Irak était en fait l'un des fils du shérif de la Mecque, Hussein, qui avait été chassé du Hejaz, qui est aujourd'hui en Arabie Saoudite par les El Saoud, et donc il y a une espèce de transplantation d'une dynastie arabe exogène, si vous voulez, au contexte irakien sur le trône irakien. Cette dynastie étant entourée d'intellectuels nationalistes arabes qui pensaient à toute force que l'Irak devait être un État arabe et que les chiites n'étaient pas arabes, bien que la majorité des chiites irakiens étaient arabes, mais ils étaient perçus comme des Iraniens ou bien de toute façon loyaux à l'Iran, et que les Kurdes, également, parce qu'il y a un énorme problème kurde en Irak, ne pouvaient pas faire de bons Irakiens non plus, si vous voulez, ce qui posait quand même un énorme problème pour la construction nationale irakienne, puisque au fond la majorité de la population ne rentrait pas dans les critères d'irakité qui avaient été définis conjointement par les Britanniques et puis les élites chérifiennes, si vous voulez. Avant de donner la parole à Régis, qui je crois doit faire l'annonce pour la prochaine séance, 2 petites remarques sur le livre. Je trouve que c'est un livre particulièrement utile. Il y a 2-3 choses peut-être à dire. Ce qui est intéressant dans le livre, et mon métier n'est pas du tout d'en faire de la publicité. C'est pas, la première chose, c'est que je trouve que ça complexifie considérablement la situation de la région sur laquelle tu as plus particulièrement travaillé. Qu'on sent que ces lignes de partage et ces lignes de clivage sont toutes différentes et sont activées très différemment selon les régions, et que c'est une bonne nouvelle que ça soit compliqué. Ça montre bien qu'il n'y a pas de prisme essentiel pour parvenir à comprendre cette région, et que cette complexité n'est jamais que la preuve que le monde de l'islam est un monde qui est compliqué et qu'il faut savoir l'accepter comme complexe, comme le monde chrétien est un monde probablement tout aussi complexe. La deuxième chose, c'est que dans le livre, l'État est là tout le temps. C'est-à-dire qu'on comprend très très vite qu'on ne peut pas comprendre ces divisions, la façon dont elles sont activées ou pas activées, si on ne comprend pas parallèlement la façon dont les États se sont constitués, de manière endogène ou de manière postcoloniale, si je puis dire. C'est très... Alors, j'avais toute une série de questions que je ne pourrais pas poser, bien évidemment. C'était les questions sur les racines sociales des engagements doctrinaux, les racines sociales des engagements politiques ou religieux dont tu as beaucoup parlé, qui me semblaient être probablement explicatifs d'un certain nombre de phénomènes que tu as évoqués. Donc, je sors passionné et à la fois frustré de ne pas pouvoir poser autant de questions que je ne pourrais. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup nous tous d'ailleurs, de la clarté de ton propos. C'était un exposé particulièrement passionnant.